merci à Marie-Laure Payen et Muriel Herbelin de m'avoir invité pour tenir un discours qui sera tout à fait complémentaire de celui de Cécile. Peut-être un peu en amont. Vous voyez là, d'ailleurs, le mot RSE n'apparaît que très indirectement dans le titre. Et ça va me permettre d'évoquer donc des travaux qui sont menés en ce moment au Collège des Bernardins. Alors, voilà comment va s'organiser mon propos. Voilà, je vais me poser une question un peu radicale. À qui appartient l'entreprise? Je vais vous dire quelques mots de comment on est venu à tout un petit groupe à travailler sur cette question au sein du Collège des Bernardins. La première partie de mon topo sera pour évoquer la réponse usuelle. Oui, il n'y a aucune hésitation à avoir, bien sûr. L'entreprise, c'est la propriété de ses actionnaires. Et on verra que depuis une dizaine d'années, beaucoup de gens, mais un certain nombre de juristes en particulier, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou dans le monde européen, disent exactement le contraire. Non, l'entreprise n'appartient pas à ses actionnaires. Ce qui pose une question, voilà, vraiment ça justifie le fait qu'on va se discuter vraiment un peu en amont de la question de la RSE. Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, alors à qui? Grande question, à qui appartient l'entreprise? Et vous allez voir qu'il est très difficile de répondre à cette question, que la réponse la plus raisonnable, c'est de dire à personne. Ce qui ouvre un vide, vous voyez, qu'il va falloir essayer de combler. Et du coup, en conclusion, tout de même, on verra très vite, évidemment, les implications pour une approche peut-être renouvelée de la RSE. Alors, tout est venu du fait que le Collège des Bernardins, dans son pôle de recherche, a lancé en novembre 2008, donc là ça va faire déjà 4 ans et demi, un appel d'offres pour toutes les équipes de recherche en sciences sociales en France sur le thème propriété et responsabilité. Et donc avec quelques collègues et amis, on a répondu à cet appel d'offres, mais en proposant de le centrer sur la question de l'entreprise, propriété de l'entreprise, et du coup, quelle que soit la réponse qu'on donne à cette question, bien sûr, ça a un impact direct sur la façon dont on va poser le problème de la responsabilité de l'entreprise. Donc là, ce que je vais évoquer, c'est un travail collectif qui est d'ailleurs en cours, où on est maintenant assez nombreux, une bonne trentaine de chercheurs, de beaucoup de disciplines différentes, économie, gestion, droit, sociologie, théologie aussi, donc ça c'est des originalités du Collège des Bernardins, à la fois université et grandes écoles, et puis on a une minorité très significative et très active de praticiens, des avocats d'affaires, des DRH, des dirigeants d'entreprises, etc. Alors, à qui appartient l'entreprise? Alors, la première réponse, celle qu'on obtient si on discute dans un dîner en ville avec presque qui que ce soit, dans 99,9% des cas, en tout cas quand moi je discute avec des économistes, c'est qui appartient à l'entreprise, c'est évident, c'est ses actionnaires. Ah oui, alors je précise que je vais donc me concentrer bien sûr sur le cas de l'entreprise, qui est une société anonyme, mais même qui est cotée en bourse. Il y a une très grande diversité d'entreprises. Là, je vais me ruer sur le cas standard, les entreprises du CAC 40, d'autres aussi, mais voilà, je vais prendre ça comme le cas le plus typique. Alors là, puisque j'ai quand même beaucoup parlé d'idées, les idées jouent un rôle essentiel dans cette affaire, je vais évoquer, alors on pourrait évoquer beaucoup de gens, mais l'auteur que je vais évoquer, et même ce texte-là est très connu et a été vraiment très influent. Mais ce n'est pas le diable, hein, Milton Friedman, si je n'aime pas toujours beaucoup ses idées, beaucoup d'autres ont dit la même chose. Alors lui, il a dit peut-être avec encore plus de force que d'autres. Et vous voyez, dès 1970, d'ailleurs dans un magazine, le New York Times, le magazine du New York Times,
vous voyez le titre de son article, je traduis, la responsabilité sociale des entreprises, parce qu'il sentait venir cette rhétorique, la seule responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire du profit. Après, bien sûr, c'est à l'État de prendre ses responsabilités à travers les impôts et la vie démocratique. Alors, il a un raisonnement qu'il faut reproduire parce que c'est un raisonnement que, en tout cas, moi qui suis dans un milieu d'économistes, que 99% des gens ont dans la tête, et aussi beaucoup de praticiens, y compris à la tête du MEDEF. Au fond, les choses sont très simples. Vous avez des gens qui ont de l'argent, voilà, qui les ont confiés à des chefs d'entreprise, voilà, et pour les faire fructifier, d'ailleurs pour permettre de créer de la valeur. Mais voilà, ce sont des gens qui ont confié leur argent à des entreprises pour en faire quelque chose. Donc, évidemment, si vous confiez votre argent à quelqu'un, il devient du coup votre mandataire, et donc son mandat, c'est de tirer le maximum de valeur de l'argent qu'on lui a confié, et à un certain niveau, le raisonnement est absolument impeccable. Donc les actionnaires sont à l'origine, dans tous les sens du terme, de la création de l'entreprise. Sans cet argent, il n'y aurait pas eu d'entreprise. Ce sont donc les vrais propriétaires, et donc l'entreprise, bien sûr, elle doit payer ses impôts, elle doit se conformer à la loi, mais elle doit faire du bénéfice pour ses propriétaires, ou alors elle viole son mandat fondamental. Alors ça, dans le jargon de la théorie économique anglo-saxonne, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence. Peu importe le mot, en français ce serait la théorie du mandat, voilà. Mais il faut savoir que cette théorie, je ne pense pas que Cécile me contredise, c'est ce qui est enseigné jusqu'à aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, dans toutes les business schools de la planète, et dans toutes les universités, j'allais dire, sérieuses de la planète. Et donc, au bout de 30 ans, ça produit des effets. C'est-à-dire que, si je puis dire, on finit par le croire. Et donc ça aboutit, bien sûr, à quelque chose que les techniciens appellent la shareholder value, la valeur actionnariale, la primauté de l'actionnaire. Voilà. Donc voilà la première réponse, et aujourd'hui encore, je crois que 99% des économistes et un pourcentage à peine inférieur de praticiens dans l'entreprise disent oui, bien sûr, l'entreprise c'est la propriété de ses actionnaires. Alors, non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et alors, on va rendre à César ce qui est à César. Moi, personnellement, mes doutes sont apparus tout à fait par hasard en lisant un petit que sais-je qui s'appelle L'entreprise et le droit, malheureusement aujourd'hui introuvable, mais que vous trouverez sur le site de Jean-Philippe Robé, qui est avocat dans un cabinet d'affaires américain à Paris, et qui fait partie d'ailleurs de notre groupe de recherche. Et c'est la première fois que j'ai vu les arguments que je vais maintenant reproduire, c'est mais non, tout ça c'est une fable, on ne peut pas dire, ça ne résout pas tous les problèmes, mais on ne peut pas dire que les actionnaires soient propriétaires de l'entreprise. Je vous ai dit qu'il était avocat d'affaires dans un cabinet américain à Paris, un cabinet anglo-saxon à Paris. Ne pensez pas que c'est un point de vue, c'est Astérix, hein, un point de vue franco-français, bien gaulois, etc. Le reste du monde nous casse les pieds, on va dire le contraire de ce qui se dit partout. Depuis que je m'intéresse un petit peu à la question, en cherchant bien, on voit que de très bons juristes, y compris dans le monde anglo-saxon, on dit la même chose, et le hasard veut que des collègues britanniques, là je cite là, le professeur Hyland qui est à l'université du Kent, des collègues américains très connus, que Cécile connaît sûrement, Margaret Blair et Lynn Stout, à l'UCLA. En fait, d'ailleurs, bizarrement, la même année, en 1999, on publie des articles qui disent exactement la même chose. Donc, attention, ce n'est pas uniquement le village gaulois que nous allons visiter. Alors, maintenant, leurs arguments. Alors, le premier point, le point le plus fondamental, c'est que, l'entreprise, alors là, maintenant, on va utiliser les mots dans un sens vraiment précis. L'entreprise, firm en anglais, elle n'existe pas. C'est-à-dire
enfin, elle n'existe pas, bien sûr, elle a une immense réalité économique, organisationnelle, humaine, elle n'existe pas en droit. Bien sûr, on peut trouver des traces indirectes de la présence des entreprises dans le droit, mais ce n'est pas une entité juridique. Alors là, ça c'est la première grande différence, elle est notée numéro 2, ici, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Il y en a une encore plus fondamentale qui est derrière. On ne peut pas travailler sur cette question si on ne fait pas la distinction entre l'entreprise, réalité économique, mais qui n'est pas une réalité juridique, et la société, qui seule a la personnalité juridique. La société de capitaux, la société libre, il y a toute une variété, elle existe en droit. Ça, c'est le bon. Donc, premier point, vous ne pouvez pas être propriétaire de quelque chose qui n'existe pas, du moins en droit. Alors, vous pouvez dire, écoutez, vous jouez sur les mots, alors voilà, on a encore bien un universitaire en chambre, bon, écoutez, on s'en fiche, ok, on n'est pas propriétaire de l'entreprise, mais du moins on est propriétaire de la société. Parce que la société, ça existe. Eh bien, c'est ce que Cécile a rappelé tout à l'heure, en fait, si vous êtes un juriste sérieux en droit des affaires, que ce soit du droit européen ou du droit anglo-saxon, eh bien non. Si le mot droit de propriété a un sens précis, ça ne s'applique qu'aux parts sociales que vous détenez. Ah, ça c'est vrai. Vous êtes propriétaire, si vous êtes actionnaire de vos actions. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les jeter par la fenêtre, les brûler, etc. Voilà. Mais votre droit de propriété, au sens strict du terme, s'arrête là. Alors, ça ne veut pas dire que, bien sûr, la propriété des actions n'entraîne pas toutes sortes de pouvoirs qui ont des choses à voir avec la gouvernance de l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas utiliser le vocabulaire, j'ai envie de dire la métaphysique, et encore moins l'idéologie du droit de propriété pour qualifier ces pouvoirs. C'est un autre registre juridique. Et là, si on faisait de la technique juridique, on opposerait ce qu'est un droit subjectif, comme le droit de propriété, et ce qu'est un pouvoir où, disent les juristes, vous affectez les intérêts des autres, et donc il y a la question de la responsabilité qui va se poser. Alors, ça c'était le premier temps de l'analyse, et donc si on réfléchit à la période, bon, disons symboliquement ouverte, en réalité elle a commencé avant, elle s'est développée après, ouverte par la réflexion de Milton Friedman que j'ai pris comme emblématique. Ces 30 ou 40 dernières années, associées à ce qu'on appelle la financiarisation, eh bien, ce sont été des années de déformation de la réalité de l'entreprise. Parce que tout le monde a fini par croire que les actionnaires étaient propriétaires de l'entreprise. Et donc le raisonnement de Friedman, il faut le dérouler désormais en sens inverse. C'est-à-dire, il disait les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, ils ne le sont pas. Par conséquent, la théorie du mandat enseignée dans toutes les business schools est fausse. Et par conséquent, la valeur actionnariale, qui est le pendant, l'opposé de la valeur partenariale, la valeur partagée, la valeur actionnariale, elle est illégitime. Tout le discours de légitimation du pouvoir financier, au-delà de la partie strictement financière des actionnaires, tout ce discours de légitimation repose sur du sable. Et donc, bien sûr, ça a produit des effets réels. Ça, c'est pas mon... Et donc, en tout cas, voilà, la question de la RSE, ce centre de ce colloque, voilà, se situe à une époque où je crois qu'il faut qu'on réalise tous que nous sommes dans un vide intellectuel. Et donc, la RSE, bien sûr, est une façon de combler ce vide, de formulation positive, d'habiller ce vide. De temps en temps, cette réflexion me vient quand j'entends certains discours managériaux. C'est la grande question. Bon, mais il me reste combien de temps ? 16 minutes. Alors, du coup, grande question, enfin vous me surveillez quand même. Grande question, bon, alors, si vous me suivez, et là c'est pas moi qu'il s'agit de suivre, donc je crois qu'il le faut, c'est même quelque chose qu'il faut dire et redire, et pour nous, au Bernardin, c'est très amusant de convaincre l'un après l'autre des grands patrons. Il y en a un qui a suivi les choses depuis le début, Antoine Frérot,
donc le PDG de Veolia, donc lui, depuis le début, ok, etc. Et d'ailleurs, je vois qu'il convainc certains de ses collègues. On avait invité au colloque de la fin de la première partie du colloque de notre recherche Louis Gallois, et qui nous avait écoutés, qui était très content. Un patron quand même, oui, un peu réformiste. Il dit, écoutez, franchement, si je dois dire à un de mes salariés que mes actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise, il va me rigoler. Eh bien, j'ai noté avec grand plaisir que dans l'émission, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Les Signes du Temps, il y a à peu près un mois, devant, c'était Guillaume Durand, je crois, voilà, et puis d'autres, il a dit, en tout cas, il a dit, donc à la télévision, une heure de grande écoute, il a dit, s'il y a une chose qui est claire et qu'il faut maintenant bien comprendre, c'est que l'entreprise n'appartient pas à ses actionnaires. Bon, je me dis petit à petit, voilà, les choses bougent. Alors, mais tout de même, ça pose une question. Ok, l'entreprise n'appartient pas à ses actionnaires, mais alors, à qui est-ce qu'elle appartient? Vous voyez, c'est une question complètement, vraiment radicale. Alors, il faut distinguer entreprise et société. Alors, soyons précis. Peut-être qu'il faut dire à qui appartient la société, hein, l'entité juridique, Alors, voilà pourquoi tout à l'heure, la différence entreprise-société, j'avais dit, c'est la différence numéro 2, parce que voilà la différence numéro 1, qui est totalement basique, je ne vous apprends rien du tout, mais je crois qu'il faut la regarder en face et voir à quel point elle est fondamentale. Le droit reconnaît deux types de sujets de droit. Il y a des personnes physiques, vous, moi, etc. Voilà, des personnes physiques. Et le droit partage avec Dieu le Père une faculté incroyable qui est de créer de nouveaux êtres, qu'on va appeler des personnes morales. Et donc le monde, l'univers dans lequel nous vivons, il est peuplé de deux sortes de personnes, les personnes physiques, moi, et puis les personnes abstraites, les personnes morales. Ce que sont les sociétés, les plus grandes sociétés, celles qui occupent des centaines de milliers de salariés. Donc, ma question c'est, et au fait, la question de la propriété de l'entreprise, de la société, c'est donc la question de la propriété ou de l'appropriation d'une personne. Alors réfléchissons. Comment s'appelle l'appropriation privée d'une personne physique? Ça s'appelle l'esclavage. Ça c'est la version à durée indéterminée. À durée déterminée, ça s'appellerait la prostitution ou le proxénétisme. Alors maintenant passons aux personnes morales de droit public, l'État, les collectivités locales. Comment ça s'appelle l'appropriation privée d'une personne morale de droit public? Écoutez, ça s'appelle la dictature, la version à durée indéterminée, le totalitarisme, ou sur une version tout petit peu plus à durée, disons, déterminée, le clientélisme, le clanisme, hein, on disait l'économie tunisienne et la propriété de la famille Trabulsi. Alors, nous parlons de la propriété de la société, personne morale de droit privé. Qu'est-ce que vous me proposez? Je tourne vers vous comme modèle. Le modèle prostitution, le modèle dictature, le modèle, qu'est-ce que j'ai dit encore, esclavage. Vous voyez, mon sentiment, c'est que nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou arrière-petits-enfants se diront un jour, c'est absolument incroyable, dans le dernier tiers du XXe siècle, il y a nos ancêtres pensaient qu'on pouvait être propriétaire de quelque chose qui s'appelle la société ou l'entreprise. Alors, bon, vous voyez, écartons la société. L'entreprise. Alors l'entreprise, c'est pas ça. Oui, bien sûr, dedans il y a les actionnaires, mais il y a le management, mais il y a les salariés, voilà, on peut faire la liste de toutes les parties prenantes, etc. Il y a les sous-traitants, il y a les consommateurs, etc. Ça va jusqu'où? Je ne sais pas. Donc, et en même temps, c'est une réalité, même une réalité essentielle de nos économies. Donc vous voyez, c'est une collectivité orpheline, ni père, ni statut, dont les frontières sont indéterminées, et qui pour le moment est pilotée à partir de la seule société. Donc, définir un droit, se poser la question de qui est propriétaire de ça, probablement, n'a pas de sens, ou c'est encore une autre façon de dire, elle appartient à elle-même, ou elle n'appartient à
personne. Alors, la vraie question sur laquelle je vais terminer cet exposé, c'est, donc vous voyez, laissons de côté cette question à qui appartient la société ou l'entreprise, et posons-nous plutôt la question que posait Cécile, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec cette réalité, comment on va la gouverner, et donc, puisque nous sommes dans un vide intellectuel, qu'est-ce qu'il faut changer et comment le changer. Alors, vous voyez, ce que j'ai dit mobilisait quelque chose de fondamental qui était la distinction entreprise-société. Alors, la première réaction, ça serait de dire, bon, c'est vrai qu'on a accordé la personnalité morale à, au fond, juste une partie prenante de l'entreprise, qui sont les actionnaires, le contrat de société. Bon, alors écoutez, c'est simple, il faut élargir la personnalité morale à toutes les autres parties prenantes. Alors évidemment, ça c'est le grand projet utopique, mais qui est d'une complexité telle que je vois fonctionner nos collègues juristes dans ce groupe. Ça paraît pour le moment un objectif inatteignable. Il y a peut-être quelque chose de plus réaliste, et même si vous verrez que c'est une forme de réalisme, de réformisme vraiment radical, c'est de dire, attendez, soyons réalistes, le monde s'est construit avec la personnalité morale accordée simplement à la société. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle fonctionne uniquement au bénéfice des actionnaires. Et d'ailleurs, c'est conforme à la loi, puis c'est l'intérêt social. Et bien, comment s'y prendre pour la forcer à élargir son horizon de responsabilité vers le plus grand nombre de parties prenantes possibles. Alors là, il y a plein de choses à faire, plein de voies à explorer. Je vais en évoquer 3 rapidement. Alors là, vous voyez, au fond, c'est un problème de rééquilibrage des pouvoirs. Le pouvoir des actionnaires, le pouvoir financier, voilà, on pourrait dire les choses très simplement, il est devenu trop important. Il faut rééquilibrer les choses. Et on peut présenter les choses de façon finalement assez modeste. Alors, la première voie à explorer, bizarrement, les managers d'aujourd'hui ont perdu en autonomie par rapport à leurs prédécesseurs d'il y a une génération, relativement à la finance. Comment leur redonner des marges de manœuvre? Alors, une première suggestion, au fond, la base juridique sur laquelle repose l'entreprise, c'est essentiellement le contrat de société et le contrat de travail. C'est tout. C'est un peu léger. Alors ça, c'est la piste explorée par mes amis de l'école des mines, Blanche Grestin, Armand Hatchelet. Voilà un premier bouquin qui est un produit de la recherche Bernardin, Refonder l'entreprise à la République des idées. Eux, ils disent, il faudrait, pour les entreprises qui veulent, créer un nouveau type de contrat où un certain nombre de parties prenantes s'engagent, s'impliquent, s'investissent à long terme avec des droits, enfin des devoirs et des droits. C'est ce qu'ils appellent un contrat d'entreprise. Autre possibilité, alors qui est aujourd'hui activement utilisée, eh bien, partons du droit des sociétés tel quel, mais faisant en sorte que le statut de la société intègre des objectifs plus larges, des objectifs sociaux. Et de fait, ça existe déjà plus ou moins. La Californie vient de créer la Flexible Purpose Corporation, la société à but flexible, où on reconnaît que la société va poursuivre d'autres buts que la seule rentabilité. Et les mêmes Blanche Grestin et Armand Hatchelet à l'école des mines travaillent sur des statuts de SOS, Société Objectif Social Étendu. Alors voilà une première voie. Une autre peut-être plus réaliste. Dans la situation actuelle, il y a une urgence, peut-être une urgence absolue, à rééquilibrer les choses en faveur du travail. Et donc, ok, on garde le droit des sociétés actuelles. Simplement, on intègre le travail à l'intérieur des conseils d'administration ou de surveillance. Un des praticiens des RH de notre groupe là, vient de publier Vers l'entreprise irréprochable, où il montre que c'est en fait un facteur d'efficacité parce que c'est un facteur de justice. Alors là, c'est pas plus tout à fait le groupe des Bernardins, même si nous l'avons écouté
développer ses idées. Jean-Louis Beffa, donc l'ancien PDG de Saint-Gobain, alors mène en ce moment, vous le savez, un combat extrêmement actif pour se rapprocher de la codétermination à l'allemande. Un de ses arguments, je vous le donne parce que c'est un argument très original, très puissant, qui est fondé sur son expérience du fonctionnement, bien sûr, des entreprises allemandes, qu'il a pu, où il siégeait au conseil d'administration, au conseil de surveillance, enfin l'équivalent allemand. Ce qui l'a frappé, alors en particulier dans le cas de Siemens, c'est qu'à partir du moment où, et là vous savez, vous avez 50% de membres, dans les plus grandes entreprises, 50% de membres qui relèvent du travail, même si un des représentants du capital a une voix prépondérante. Ce qui l'a beaucoup frappé, c'est que ça entraînait un changement à la fois très discret et très profond dans la stratégie des entreprises allemandes. C'est-à-dire, du coup, la question par rapport à la mondialisation, de qu'est-ce qu'on choisit de délocaliser pour pouvoir profiter évidemment des avantages de coût, et qu'est-ce qu'on veille à garder précieusement sur le territoire national allemand. Cette question-là devient une question centrale dans le fonctionnement, dans les discussions entre les représentants du travail et du capital. Et bien sûr, c'est dû à la présence des représentants du travail à l'intérieur des conseils. Autrement dit, pour lui, la présence de représentants des salariés dans les conseils est une façon, la thèse est extrêmement forte, de réconcilier l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt national, en l'occurrence l'intérêt allemand. Alors, Cécile a évoqué Isabelle Ferreiras, qui est à Louvain, qui est associée à notre groupe, et effectivement, elle vient de publier un très joli petit bouquin, Gouverner le capitalisme, et où elle dit la chose suivante. Eh bien, écoutez, dans toutes les grandes démocraties, vous avez une Assemblée nationale et un Sénat. Et si on remonte d'un siècle ou un siècle et demi, c'est vrai qu'à un certain moment, vous aviez une chambre qui fonctionnait sur un régime censitaire. Et bien, c'est exactement la situation qui règne à l'intérieur des entreprises. Et donc, il devrait y avoir deux chambres, si on veut démocratiser l'entreprise, une chambre, un conseil qui représente bien sûr le capital, et un conseil qui représente le travail. Vous voyez, c'est une radicalisation de la formule de la codétermination. Entre parenthèses, ça reprend une vieille idée qui avait été proposée dans le milieu des années 60 par François Bloch-Léné, dans un petit bouquin un peu oublié, c'est dommage, qui s'appelait Réformer pour une réforme de l'entreprise. Alors, la dernière, je vais être plus bref, parce qu'en fait, c'était peut-être un des thèmes que Cécile a le plus abordé, un thème qu'il faut aussi explorer en se concentrant sur les plus grandes entreprises, celles qui, parce qu'elles opèrent sur un espace mondial, eh ben, se permettent de mettre en concurrence les États nationaux et de choisir, pour se localiser, l'État qui offre, on va dire, je veux dire publiquement, l'environnement juridique le plus hospitalier. Donc, comment... Alors là, c'est probablement le rôle du juge. Et ce qu'il faut faire, c'est recenser systématiquement tous les leviers par lesquels des ONG ou des associations de particuliers peuvent arriver, en sollicitant le juge, à faire rentrer l'entreprise dans le droit commun. Lui dit que c'est un phénomène exactement de même nature, enfin, en tout cas de même importance que les processus de constitutionnalisation au XVIIIe siècle, quand il fallait reprendre le contrôle des personnes morales de droit public, les États, et maintenant il faut reprendre le contrôle des personnes morales de droit privé, ce sont les entreprises. Là, la référence, c'est le chapitre que Jean-Philippe Robert a écrit dans des ouvrages qui ont été publiés par le Collège des Bernardins. Donc pour conclure, puisque vous voyez, là je me suis situé vraiment très en amont de la question de la RSE, mais en même temps, elle est présente directement ou indirectement, presque derrière chaque phrase. Donc on est dans une situation de vide, puisque le modèle dominant, mais qui est toujours d'une certaine façon encore dominant dans les têtes, et même encore dans l'enseignement, sinon et même aussi peut-être dans la recherche, ce modèle ne résiste pas à l'analyse, et donc, mais on n'en a pas d'autre. C'est vrai que
toutes les questions. Hein, alors, il y a eu un éventail magnifique avec l'exposé de Cécile. C'est un discours d'espoir, mais attention au risque que ce discours reste un discours. Là, il y a un texte terrible de Jean-Philippe Robé dans la revue de droit du travail 2010. Bien sûr qu'il travaille dans la même direction que nous. Il dit attention, vous parlez de responsabilité sociale d'entreprise. Alors, regardons le sens des mots. Entreprise, ça n'existe pas en droit. Social, être responsable vis-à-vis de la société. Vous savez, si c'est par un individu déterminé qui peut actionner un juge ou invoquer un texte de loi, bon, nous sommes quand même dans quelque chose qui reste essentiellement poétique. Et quant à responsabilité, attendez, ne nous payons pas de mots. Hein. Ce qui compte, c'est la responsabilité juridique. La responsabilité morale, hélas, hein, on sait de quel poids elle pèse devant certains grands choix stratégiques. Donc, attention. Et donc, voilà. D'où l'importance, là je rejoins aussi quelque chose qui a été dit à la fin de ton exposé sur les incitations, c'est très bien, mais la contrainte a sa place. Et donc il faut veiller bien sûr à tous ces dispositifs indirects de loi douce, de soft law, mais il faut chercher de nouveaux dispositifs vraiment contraignants, tels que ceux que, mais il y en a sûrement encore d'autres, qui sont explorés par notre groupe au Collège des Bernardins. Voilà. Merci, excusez-moi si j'ai passé le temps. Merci Olivier Lavoie.